Prendre de la hauteur. C'est certainement le meilleur angle pour admirer le jeu des lignes multiples et variées composant le paysage viticole de notre planète. L'esthétique de la vigne témoigne de cette subtile harmonie que l'homme a su établir avec la nature, en se jouant des reliefs et des climats propres à chaque pays. La beauté de certains paysages nous ferait presque oublier que le vignoble est une création humaine née au pied des montagnes du Caucase 6000 ans avant Jésus-Christ. Prendre de la hauteur pour appréhender les diversités géologiques et les contraintes géoclimatiques qui composent notre monde. Et découvrir ainsi des paysages viticoles grandioses, insolites et improbables, qui donnent toute la dimension de l'entêtement des civilisations à confectionner cette boisson quasi universelle qu'est le vin. Prendre de la hauteur pour contempler ces patchworks, ces mosaïques, ces océans de vignes présentant un caractère esthétique et culturel créés par des vignerons à la fois jardiniers et architectes paysagistes. Les vignerons se sont installés partout, au pied ou à flanc de montagne, dans les plaines alluviales, dans les vallées des fleuves qui ont servi à transporter les vins, au bord des mers et même sur les îles les plus improbables. Le vignoble authentique n'existe pas. Chaque époque a son paysage. Et puisque les lieux et les hommes sont différents à l'échelle de la planète, les paysages de vignes construits sur des générations y déclinent aussi leur grande diversité. Depuis des millénaires, en portant la vigne au gré de leur conquête, de leur migration ou de leur esprit d'entreprise, les hommes, à force de pugnacité, ont planté la vigne dans leur environnement respectif. Et en la matière, tous les pays ne sont pas égaux. Il a fallu parfois s'employer à des aménagements colossaux pour s'adapter aux défis du terrain. Le vignoble de la vallée du Douro, au Portugal, en est l'exemple type. Les pentes qui encadrent le fleuve profondément encaissé sont couvertes d'un sol schisteux et granitique, où la terre arable est quasi inexistante. Les hommes ont dû façonner eux-mêmes un sol propice à la culture de la vigne, en construisant des terrasses à flanc de coteaux retenus par des murets de pierre. Jusqu'en 1970, c'est à la main et à l'aide de barres de fer que les vignerons du Douro ont concassé la roche avant de passer à la dynamite et aux engins mécanisés.
Un travail titanesque qui exprime la détermination et l'audace de l'homme à faire de ce site une sculpture paysagère viticole sublime. Étagées jusqu'à 600 mètres d'altitude, les vignes du Lavaux qui plongent vers le lac Léman en Suisse sont aussi preuve de la détermination des hommes à façonner cette verticalité extrême. « 10 000 terrasses offrent une exposition optimale pour le chasselas, cépage roi. Et les 400 km de murets qui retiennent les édifices prouvent que les moines vignerons bénédictins, à l'origine de cette architecture, étaient aussi des maçons. Dans l'inconscient collectif, rien ne ressemble plus à une vigne qu'une vigne, si ce n'est la couleur du raisin qui change. Chacun pense que tous les vignobles du monde ressemblent à ceux de son pays. Pourtant, les vignobles ont des aspects très divers à travers le monde. Car à travers l'histoire et depuis la vigne sauvage exubérante, les vignerons ont développé divers modes de conduite, c'est-à-dire des manières de façonner et conduire la vigne, lui permettant de s'adapter aux conditions climatiques. Aux multiples modes de conduites empiriques, hérités des traditions, se sont ajoutées des techniques scientifiques plus adaptées aux conditions naturelles de culture et à la mécanisation. Il en existe actuellement plus d'une cinquantaine à travers le monde. Les feuilles, en captant l'énergie solaire, produisent les glucides nécessaires au développement de la vigne et de ses raisins. D'où l'importance d'une bonne exposition au soleil. Le feuillage fonctionnant comme des panneaux solaires. Certains modes de conduite de la vigne sont un héritage visible de l'Antiquité grecque et romaine. On privilégie une culture en petits buissons bas, séparés, dans des conditions chaudes et sèches, et une culture grimpante pour les zones moins ensoleillées et humides. À Châteauneuf-du-Pape, dans la vallée du Rhône méridionale, une région chaude et très ensoleillée où sévit un vent appelé Mistral, les vignerons taillent les buissons de vigne en gobelets. Cette technique de conduite crée un parasol végétal protégeant les grappes des brûlures du soleil et du vent. Dans d'autres régions plus humides, comme à Tokai en Hongrie, les vignes sont conduites en hauteur, ce qui permet d'éloigner les raisins du sol humide et frais. Au nord de l'Italie, sur les collines de la province de Trévise, les sarments rustiques et vigoureux, conférant à la vigne un aspect plus sauvage, sont conduits en pergola ou en espalier, afin de favoriser le mûrissement des raisins, et en même temps, de les protéger contre les rayonnements solaires directs.
Dans des conditions plus tempérées, on a développé le palissage de la vigne en la plantant en rang, conduit sur des fils de fer. Cela permet aux vignerons de faire développer la surface des feuilles en vastes plans, tels des panneaux solaires. Si les différents modes de conduite ont pour but de contrer ou optimiser les effets du climat, ils permettent aussi de faciliter les travaux et de penser grande productivité. Les vastes étendues viticoles des États-Unis ou de Nouvelle-Zélande en témoignent. Lignes droites, courbes, en spirale, en vague, marqueterie, terrasse, autant de styles graphiques présentant à la fois un caractère esthétique et culturel, font du vignoble une composante incontournable du paysage. Présent sur tous les continents, il peut être aussi mis en valeur par le sertissage d'écrins paysagers naturels. Comme s'ils avaient toujours été là, les vignobles font corps avec des paysages modelés au cours des différentes ères géologiques. Entre formations de montagnes, ouvertures de failles, dépôts de sédiments marins, éruptions volcaniques. Les montagnes, collines, coteaux, plateaux, les fleuves, rivières, lacs et océans ne font pas que donner du relief à la notion de terroir viticole. Elles sont une composante des terroirs. En point ou en ligne, en surface et texture, la vigne joue avec les éléments naturels, en épousant les formes ou en redessinant les contours. Le paysage bordelais serait-il aussi apprécié sans ces vignobles? La vallée portugaise du Douro serait-elle aussi réputée sans ses terrasses? Grâce aux vignerons, la vigne a su s'imposer comme composante majeure du paysage planétaire, faisant même parfois toute la renommée de certains sites. La beauté du vignoble est donc une synthèse de nature et d'humanité, comme peu d'activités humaines ont su en produire. Bacchus aime les collines, chantait déjà le poète Virgile. Il est vrai que la majeure partie des vignobles sont plantés sur des pentes, offrant parfois des paysages vertigineux. Si ce choix n'est pas des plus aisés en termes de culture, il est dans certains lieux le plus judicieux pour le développement et la maturation des raisins. Dans les vignobles septentrionaux, la vigne ayant besoin de lumière, le vigneron, au fil du temps, a orienté les vignobles en fonction de l'ensoleillement. La pente permet à la vigne de mieux capter les rayons du soleil. Une exposition sud ou sud-est est optimale.
Plus on se rapproche de l'équateur, plus le soleil est vertical. La recherche du soleil n'est plus une obsession. Et si les vignobles grimpent au flanc des montagnes, c'est pour rechercher la fraîcheur. Le travail du vigneron est donc une question d'adaptation. Il lui a fallu au fil des siècles trouver les bonnes expositions à un ensoleillement rare ou trop puissant. Protéger la vigne contre les agressions climatiques. S'adapter à une humidité excessive ou au contraire, au manque d'eau. Ingéniosité et trouvailles nous offrent parfois des paysages surprenants. Comme sur l'île de Lanzarote, la plus orientale des îles de l'archipel des Canaries. Chaque cep de vigne est planté au centre d'un trou circulaire pouvant atteindre 3 mètres de profondeur, creusé dans la roche volcanique. La pente permet de récolter les rares eaux de pluie et la cendre de la retenir en évitant son évaporation. Côté vent, des murets de pierre de basalte sont érigés en demi-lune pour protéger la vigne des alizés, balayant l'île presque en permanence. Le résultat est un paysage singulier, apparaissant comme une succession d'écailles grises emprisonnant en leur centre et de façon pointilliste les seules touffes vertes du feuillage des ceps. La culture difficile de la vigne sur l'île de Santorin est aussi un bel exemple de ténacité de l'homme à exprimer son art sur cette terre volcanique, aride et ingrate. Les viticulteurs ont dû faire face aux faibles précipitations et au sable fin balayé par le vent meurtrissant les bourgeons. Ils ont développé des techniques ancestrales pour protéger leurs vignobles. La méthode consiste à entrelacer les sarments qui poussent à même le sol et les enrouler comme des corbeilles ou des nids protecteurs, ce qui permet de retenir l'humidité nocturne et de protéger les baies de la sécheresse et des vents violents. Le savoir-faire des vignerons de Santorin et leur inventivité ont ainsi façonné un paysage viticole unique en Europe. À Banyuls, entre mer et montagne, les vignobles implantés jusqu'à 500 mètres d'altitude sur les coteaux pentus sont la fierté de la côte Vermeille. Si les terrasses et ses quelques 6000 km de murets font la force de ce paysage viticole, ce sont les impressionnants canaux d'irrigation qui reflètent l'incroyable travail de l'homme. Ici, les précipitations rares mais intenses engendrent de gros problèmes de ravinement. Les vignerons ont donc construit des rigoles pavées permettant de canaliser l'eau de pluie. Les formes géométriques formées par ces réseaux sont appelées pieds de coque ou péo d'égal.
À travers le monde, le vignoble est intimement associé à un patrimoine historique de toutes époques, où châteaux, édifices religieux, bâtiments viticoles se mélangent aux richesses architecturales patrimoniales des villages alentours. Certaines bâtisses deviennent même l'emblème du domaine auquel elles appartiennent. Et puis, il y a ce que l'on ne voit pas, parce que sous terre, comme les spectaculaires réseaux de caves creusées dans la craie en Champagne. 1000 kilomètres de crayères reliées par des galeries accueillent en leur sein près d'1,25 milliard de bouteilles. Ou encore en Hongrie, à Tokaj, où le labyrinthe de caves-galeries creusées dans la roche magmatique volcanique abrite les fûts d'élevage contenant le vin botrytisé si particulier. Seules les entrées maçonnées de forme triangulaire, affleurant à flanc de coteaux, indiquent leur présence. Les domaines viticoles entretiennent donc leur patrimoine, car il est le lien entre les générations, une représentation identitaire de la culture locale, la reconnaissance visuelle d'une appellation et, pour certains, un atout touristique non négligeable favorable à la commercialisation. Le vin est aujourd'hui consommé quasiment partout dans le monde. Cette boisson mythique, devenue culturelle, est incontournable dans notre quotidien. Elle a fasciné les dieux antiques et fascine encore aujourd'hui. De la liane originelle, née il y a 65 millions d'années, à la vigne domestiquée, les hommes, au gré de tâtonnements, d'essais hasardeux, de sueur et d'obstination, n'ont jamais cessé de chercher les meilleures techniques pour faire pousser la vigne. De génération en génération, à force d'observations empiriques, d'innovations permanentes au prix d'un travail acharné, les vignerons ont façonné les paysages viticoles de notre planète dans leur singularité et leur diversité. Des paysages appelés à évoluer avec les générations futures. Car aujourd'hui encore, les vignerons partent à la conquête de nouvelles terres. Toujours plus haut, toujours plus loin.